La diaspora congolaise en France. Pour en finir avec les mentalités et les opinions subjectives clivantes. Chers compatriotes, bonjour. La diaspora congolaise en France et en Occident est une population que l'on peut regrouper en trois sociologies d'expatriés. Les étudiants, les émigrés et les exilés politiques. Rappelons d'emblée que l'immigré est une vue et une qualification par rapport au pays d'accueil ou d'installation. Ainsi, dans une certaine mesure, on peut associer les générations d'immigrés, particulièrement celles qui conservent la nationalité d'origine des parents, comme faisant partie de la seconde sociologie dès lors que leur vocation est de retrouver la terre de leurs ancêtres. Cette classification fait donc abstraction des naturalisés et plus globalement des générations de souche congolaises. Cette diaspora s'est constituée au cours de deux périodes. Ces périodes sont des moments définissables à partir des conditions sociales et existentielles qui ont forgé les mentalités et ont influencé l'évolution sociale et économique qui fondent la fierté individuelle, aujourd'hui source de clivage et de prise de position publique polémiste. La première période est celle d'avant la conférence nationale souveraine, à laquelle on intègre aussi la parenthèse démocratique. Cette période est dominée par l'émigration temporaire. Parmi les premiers Congolais, nombreux arrivent par le biais de l'État pour des stages de formation en tant que personnel administratif et les étudiants. Les étudiants logés à la Mecque, la maison des étudiants congolais, qui symbolise la concrétisation du projet de Matsoua, celui d'offrir des conditions d'études idéales aux expatriés africains. Les stagiaires logeaient dans des appartements acquis par l'État de la Première République dirigée par l'abbé Fulbert Youlou. À cette population, s'ajoutent les expatriés qu'on qualifiait d'aventuriers. Le nom n'est pas péjoratif. C'est juste une désignation des expatriés hors de la raison d'études ou de stage, à l'image des pionniers qui défrichent loin des siens une terre lointaine inconnue. Il s'agit des personnes ayant connu beaucoup de mésaventures dans leur quête d'évasion ou d'Eldorado. Leur première et seule destination était la Mecque. Se rapprocher des compatriotes étudiants par absence d'alternative en termes de logement. D'autres dormant sous les ponts, et se toilettant dans les bains publics. En particulier, les expatriés arrivés par bateau à Marseille ou à Bordeaux, ne disposant pas de moyens immédiats pour atteindre Paris ni de possibilités pour joindre facilement un compatriote. Plus tard, le flux continu des arrivants sature la Mecque et certains se voient loger auprès des stagiaires. Naturellement, l'évolution de cette situation s'est faite progressivement. Les stagiaires retournant au pays laissent les maisons aux expatriés de tous bords. La Mecque devient vite la résidence des expatriés, car les étudiants déménagent vers les campus universitaires ou forment des couples mixtes. Aussi, les compatriotes qui réussissent s'établissent dans des logements de location. Souvent, ils s'y entassent par solidarité. L'état d'esprit de cette émigration de peuplement est de séjourner temporairement puis repartir au pays. L'investissement en France n'étant pas une priorité du moment. Sauf dans de rares cas des familles qui choisissent de s'installer durablement. En 1982, le patrimoine immobilier de l'État acquis en France sous la présidence de l'abbé Fulbert Youlou est liquidé par Sassou Nguesso. Ce dernier s'approprie certaines résidences dédiées aux diplomates, comme la villa Suzette du Vésinet. Contraints de libérer la Mecque, les Congolais se dispersent dans Paris puis dans la région parisienne suite à l'augmentation des loyers survenue après la libération des prix des loyers décidés par le gouvernement Chirac en décembre 1986. Devenant de plus en plus nombreux, les vagues suivantes des Congolais arrivent en France en toute quiétude relative concernant le logement. Les nouveaux arrivants ne subissent plus la galère des premiers. Ci et là, l'arrivant connaît un grand frère du quartier, un parent ou un ami. L'accueil et l'hébergement deviennent moins rudes, moins acrobatiques. Par contre, la carte de séjour instaurée depuis 1981 rend l'insertion fastidieuse. Les Congolais rivalisent d'ingéniosité en utilisant la demande d'asile. Ce qui était justifié par ailleurs, car la situation du pays ne faisait que se dégrader en termes de discrimination. La demande d'asile persiste jusqu'à ce jour. Durant cette période, le parisianisme bat son plein, bientôt supplanté par la SAP qui devient le vocable commun et le mouvement fédérateur de tous les jeunes arrivants en France en quête de bien-être et de réussite sociale. L'investissement au pays est aussi le leitmotiv de cette jeunesse qui ambitionne toujours de repartir vivre au pays. Les Congolais de la RDC, appelés des Aïrois à l'époque, nombreux en Belgique, investissent aussi la France sous l'impulsion du mouvement de la SAP de ces années 80. Cette émigration va connaître un bouleversement social et sur le plan des mentalités. Au niveau social en France, les familles se forment sur place, soit grâce à l'arrivée massive de femmes sous l'impulsion des frères et parents déjà installés, soit par le regroupement familial. Les premières dots effectuées en France ont donné lieu à des moqueries. Aujourd'hui, c'est devenu un événement ordinaire. Dans le même temps,
l'instabilité du pays et les difficultés socio-économiques allant crescendo, l'orientation de l'investissement change aussi. La confiance s'effrite entre les expatriés et les parents restés au pays qui utilisent mal les efforts financiers destinés aux projets de construction ou de mise sur pied des commerces et des petites industries. De même, l'État décourage par des barrières administratives les projets industriels et de services dans le secteur tertiaire émanant des compatriotes souhaitant investir au pays. Soit, des personnalités des pouvoirs publics s'emparent des projets et les réalisent à leur profit, soit ils contraignent de participer sans apport au projet par le simple fait de délivrer les documents officiels. La position administrative devenant un moyen de pression et de chantage. De nombreux projets ne connaîtront pas le moindre début de réalisation. Autant d'énergie découragée menant parfois à la résignation et à l'abandon de projets. La période trouble des années 90 sonnera le glas sur les mentalités et sur la nature de cette émigration qui portera un nouveau regard sur l'insertion en France et en Occident. La seconde période est celle des années 2000. Après le coup d'État de Sassou Nguesso, le plus sanglant de l'Afrique comptabilisant plus de 30 000 morts, le Congo est devenu un butin de guerre. De nombreux compatriotes s'exilent et choisissent de gré ou de force de s'installer sur une longue durée en France et partout dans le monde. En France, les nouveaux arrivants vont vite s'insérer socialement et professionnellement. L'investissement change aussi de cible prioritaire. L'acquisition immobilière se fait à un rythme soutenu dès lors que les familles déjà installées prennent conscience de passer la majeure partie de leur vie en France. Accessoirement, les exilés politiques arrivent avec une capacité financière acquise illégalement et qu'ils investissent dans la pierre. En effet, de nombreux Congolais sont devenus des indésirables dans leur pays. La chasse aux sorcières du régime putschiste les dissuade d'exposer leur intégrité physique. Leur priorité sociale est de s'adapter à cette nouvelle donne. Dans la diaspora, les nouveaux arrivants sont incités à vite s'insérer, gagnant une capacité financière à laquelle n'ont pas eu droit leurs aînés ou leurs devanciers. Il est fréquent de voir un nouvel arrivant, étudiant ou pas, opérer des réalisations fulgurantes au pays. Ce dernier est avantagé par le fait qu'à peine arrivé il travaille en utilisant parfois une identité d'emprunt. L'hébergement gratuit chez un parent ou un ami lui procure aussi un avantage social en termes d'absence de charges ou une situation qui l'expose à un minimum de charges. C'est un état d'esprit révolutionnaire par rapport au passé. Dans le milieu des sapeurs, ces avantages confrontent les uns les autres, s'exprimant parfois par une arrogance irraisonnée, empreinte d'ignorance sur les difficultés qu'ont dû affronter les premiers, mais aussi l'ignorance sur l'histoire de la SAP. L'arrogance ou le mépris gratuit ne s'arrête pas que dans le milieu des sapeurs qui s'y adonnent par rivalité de bonne guerre, dont les causes résident dans l'intimité des relations. Le mépris à l'égard des sapeurs devient flagrant et abject lorsqu'il est exprimé par des personnes extérieures au milieu. Précisément, les étudiants, les élites et les générations nées et grandies en Occident. Indistinctement, les sapeurs subissent le mépris depuis les décennies de règne des marxistes au Congo-Brazzaville. Les conditions qui prévalent à leur existence sociale étant ignorées, ajoutées à la méconnaissance de la vie privée de chacun, la critique indistincte irréfléchie passe mal. Elle apparaît comme une invective à l'endroit de ceux qui ont ouvert la voie et qui, dans leur parcours, y ont laissé beaucoup de force, d'énergie et ont connu des déboires qui servent d'enseignement à d'autres. En effet, les nouveaux arrivants avertis évitent de reproduire les erreurs du passé. Par exemple, la relation familiale au pays, les filières d'investissement réalistes au pays. Cependant, les difficultés de visa font que les nouveaux arrivants connaissent à leur tour des parcours qui servent de leçon aux candidats potentiels à l'émigration quant aux risques et les réalités en Europe. Dans ce domaine, l'expérience des précurseurs est une mémoire pédagogique. Parce que l'insertion administrative est aussi un parcours de combattant qui te prend facilement 10 ans. Des années considérées comme un retard incommensurable pour certains, ou une endurance supportable pour d'autres qui font un choix préférentiel entre la galère au pays et la galère en Europe. Après 1997, le Congolais est entré dans une émigration d'implantation, de long terme, où l'on choisit de vivre et être inhumé en France. Ces derniers temps, on assiste à des dépouilles qui font le parcours inverse. C'est-à-dire, mort au Congo puis rapatrié en France pour y être enterré. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Il faudra sans doute attendre la fin du régime putschiste pour savoir si la nouvelle donne du pays permettra de distinguer de nouvelles périodes pour cette diaspora. D'ores et déjà, on assiste à un phénomène social où des Congolais du pays épousent des Congolaises naturalisées en France en guise de prévention des vieux jours ou des lendemains qui déchantent. C'est une psychologie inversée par rapport aux motivations des premières heures d'émigration. En tout état de cause, cette psychologie montre que l'évolution de cette diaspora est étroitement liée à la situation sociale et économique du pays, indépendamment de l'évolution politique, sociale et économique en Occident et en France.
Car, tant que persisteront le sous-développement social, culturel, économique et le totalitarisme politique incubateur des antivaleurs, l'exode des Congolais continuera à la recherche d'une vie meilleure ailleurs. Petite cause grands effets, au niveau continental, cet exode cumulé participe au dépeuplement de l'Afrique voulu par ceux qui veulent une Afrique sans les Africains. L'expatrié congolais, passant de l'étudiant ou du stagiaire à l'émigré, d'un point de vue culturel, a appris à résoudre ses problèmes sans l'assistance de l'État, à quelques exceptions près relatives à l'aide au rapatriement de corps. Ces rapatriements se raréfient depuis l'avènement du régime de butin de guerre. Ils sont restreints au personnel politique et diplomatique, voire artistique. En agissant de façon isolée et disparate, l'expatrié congolais ne pèse pas au plan national. Dans ce sens où sa dignité et sa respectabilité à l'extérieur n'est pas un chapitre de la politique étrangère du Congo. Pour solutionner ces problèmes, l'expatrié congolais recherche dans sa communauté des complémentarités profitables qui élèvent la fierté et la dignité collective. C'est une évolution naturelle qui veut que les générations suivantes profitent des expériences passées. L'expérience l'a en effet fait prendre conscience de ce qui a été fait avant par les anciens. Cette conscience détermine ses rapports, d'abord en interne dans la diaspora, puis entre la diaspora et le pays. On aboutit ainsi à une évolution des mentalités visible à travers la formation d'associations d'entraide. Mais au-delà, il serait intéressant de voir cette diaspora s'organiser en cercles d'influence. Les cercles d'influence ont la spécificité d'être des lobbies capables d'impacter la vie sociale, économique et législative. Parce que les lobbies regroupent des personnes partageant une passion ou une activité commune de nature intellectuelle, commerciale ou culturelle, ils ont la puissance de libérer les compatriotes des entraves politiques et administratives. Ils ont la capacité d'impulser des pans entiers de l'activité économique comme ils ont aussi la capacité de canaliser l'orientation sociopolitique d'un pays. En effet, l'intérêt pour notre diaspora est de réussir un double enjeu. D'une part, l'enjeu de l'insertion là où elle réside. D'autre part, l'enjeu de l'insertion socio-économique au pays. Pour cela, les difficultés à l'étranger et les entraves au pays sont autant de challenges d'une coopération efficiente pour débloquer de nombreuses situations et réussir le retour au pays qui ne doit pas seulement être des séjours touristiques. De part et d'autre, l'État comme la diaspora doit prendre conscience que la diaspora est une puissance économique par l'entraide familiale, par l'épargne rapatriable, par l'investissement privé ou entrepreneurial. L'État prend conscience de sa diaspora en devenant patriotique, en défendant ses intérêts et en lui donnant les moyens de booster son dynamisme. La diaspora prend conscience de sa force en se rassemblant ou en ayant des représentants élus. Les querelles de clocher l'affaiblissent. La solidarité et le respect interne la rendent forte. La diaspora est surtout un terreau foisonnant de compétences dont le pays a besoin si l'État pouvait établir un pont de mise en valeur de ses compétences et de transfert de la technicité. Face aux antivaleurs constatées ci et là dans la gestion publique, une dose d'injection dans l'appareil étatique des esprits, plus ou moins préservés du fait de leur séjour hors du pays, serait un atout susceptible d'influencer positivement les usages. Pour conclure, nous abordons en dernier relief les rapports entre la diaspora et le pays. L'expatrié qui fait souvent la fierté familiale est perçu comme un intrus méprisé au niveau national. Il n'est pas rare de voir surgir des conflits d'intérêts lorsqu'un cadre expatrié intègre une administration publique ou une instance officielle au pays. Ces conflits finissent parfois de manière tragique, ou bien l'infortuné choisit de repartir à l'étranger. Ce comportement qui crée une rupture avec le pays s'est beaucoup illustré pendant la première période. Celle d'avant le coup d'État. Par la suite, les affinités ayant pris le dessus dans le régime du butin de guerre, ce comportement s'est étiolé. L'avenir impose de réconcilier les Congolais avec l'état de droit qui inclut le vote de toutes les diasporas comme lors de la transition démocratique de 1992. Cet avenir impose aussi aux Congolais le devoir de respecter la citoyenneté, la nécessité de construire la fraternité et la solidarité. Fait à Paris, le 3 août 2024. Noem Fumu Madisuma Bimangu.